Le détroit d'Ormuz toujours bloqué, des négociations aussi entre Washington et Téhéran toujours dans l'impasse à l'instant T. On parle des conséquences économiques et sociales en France avec vous, Cyprien Boganda, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Humanité. Il y a des gagnants et il y a des perdants. On va en discuter. D'abord, le coût pour la France. Alors, pour le moment, évalué à 6 milliards d'euros jusqu'à maintenant, et selon le comité d'alerte sur les finances publiques. Donc, qu'est-ce qu'on met dans des 6 milliards d'euros? Il y a à la fois des hausses de taux d'intérêt et la facture énergétique. Ouais, c'est ça. Alors, ces 6 milliards d'euros, c'est un chiffre qui a été sorti, qui a été rendu public la semaine dernière, effectivement, comme vous l'avez dit, plus précisément par le Premier ministre. Et donc, il faut déjà préciser que c'est une estimation anticipée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait, en réalité, combien ça va coûter. C'est juste une estimation. Tout dépend de la durée, évidemment. Exactement. Donc, pour le dire de manière triviale, c'est quelque part un peu une estimation de doigt mouillé, parce que personne n'est capable de dire aujourd'hui combien de temps va durer cette guerre et combien elle coûtera vraiment au PIB. Mais en tout cas, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que sur les 6 milliards, il y a 3,6 milliards qui proviennent donc du coût de la dette publique. Parce que c'est assez facile à comprendre. En fait, aujourd'hui, on voit que les taux d'intérêt augmentent. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt augmentent? C'est parce que les investisseurs, pour continuer à prêter de l'argent à la France, veulent se prémunir contre les risques d'inflation. Donc, ils demandent en fait à être payés davantage. Donc ça, c'est 3,6 milliards, c'est vraiment le plus gros poste. Ensuite, vous avez 1 milliard d'euros, c'est la hausse des dépenses militaires. Vous avez 470 millions d'euros, c'est les mesures de soutien aux populations, dont peut-être on va un peu parler. Et puis tout le reste, c'est finalement ce qui est le plus compliqué à mesurer, c'est les effets que pourrait produire cette guerre sur la croissance et sur l'inflation. Voilà. Mais il faut préciser que 6 milliards d'euros, oui. Exactement. Et pour l'instant, quelque part, c'est pas si important que ça, dans la mesure où, quand on compare avec ce qu'avait coûté la guerre en Ukraine notamment et la crise énergétique qui s'en était suivie, ou le Covid, on est à des niveaux bien plus élevés. Oui. Et puis c'est vrai qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi, parce qu'effectivement, la hausse des taux longs, en même temps, il y a aussi le déploiement militaire dont vous avez parlé et qui aussi continue chaque jour. En tout cas, le gouvernement a mis en place effectivement des aides. Alors, elles sont quand même bien ciblées, ces aides. On n'a pas la marge de manœuvre qu'on avait pendant le Covid. Ouais, le gouvernement estime, en gros, c'est ça, n'a plus les moyens de faire, vous savez, le bouclier énergétique qui avait été mis en place au moment de la guerre en Ukraine et qui avait coûté très cher. Donc là, ils préfèrent s'en tenir à des mesures catégorielles, des mesures ciblées. Les dernières annonces, ça concernait en fait les gros rouleurs. Donc c'est en théorie 3 millions de personnes dont les revenus sont relativement faibles qui devraient bénéficier d'un chèque de 50 euros. En gros, pour pouvoir continuer à faire leur plein. Alors évidemment, cet argent, il n'est pas distribué n'importe comment, c'est sous condition de ressources et de kilométrage pour vraiment cibler les gros rouleurs. Donc ça concerne notamment beaucoup les aides à domicile, les aides soignantes, les infirmières, etc. Ces gens-là nous disent que ce n'est pas assez pour eux. Il y a toujours un débat quand vous aidez les gens, évidemment. Vous avez des gens qui ne sont pas contents, déjà parce qu'il y en a certains qui considèrent qu'ils ne peuvent pas rentrer en fait, dans les critères d'attribution. Vous avez des infirmières qui vous disent qu'elles font moins de 8000 km par an, donc elles ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Et puis les autres vous disent que en fait, 50 euros, ça représente à peu près 20 centimes par litre. Donc quand vous dépensez 100 euros pour faire un litre, 20 centimes, c'est relativement dérisoire. C'est mieux que rien, mais c'est évidemment très loin de ce que ces gens-là attendent. Et il y a aussi des professions qui sont aidées, puisqu'il y a les agriculteurs aussi, les pêcheurs. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas des grands oubliés? Il y a toujours des gens qui vous disent qu'ils ne bénéficient pas assez d'argent. Ce qui s'est passé en fait au départ, c'est que le gouvernement a été pris au piège, comme beaucoup, par la guerre en Iran. Et qu'en fait, il se retrouve quelque part un peu prisonnier parce qu'il ne veut pas d'un côté mettre trop d'argent public sur la table parce que ce serait faire augmenter le déficit public. Or, le gouvernement est engagé dans une trajectoire de réduction de ce déficit. Et de l'autre, il se refuse pour l'instant à envisager des mesures plus radicales, comme par exemple le blocage des prix du carburant. Et donc en fait, à hésiter entre ces deux solutions-là, quelque part, il se condamne à une espèce d'entre-deux qui finalement coûte un peu d'argent quand même aux finances publiques, et ne convainc pas grand monde, parce qu'encore une fois, les professionnels qui sont aidés, ils vous disent que c'est pas assez. Alors ça coûte un peu d'argent, mais d'un côté, dans le même temps, le gouvernement avait annoncé vouloir faire 6 milliards d'économies supplémentaires, dont 2 milliards sur la sécurité sociale. C'est vraiment un lien avec la guerre ou c'est un prétexte selon vous? C'est une bonne question. En tout cas, eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont chiffré le coût potentiel de la guerre à 6 milliards d'euros. Donc ils se sont dit, les 6 milliards d'euros, il faut les trouver quelque part, pour pas que ça ampute nos recettes fiscales, donc on va faire 6 milliards d'euros d'économies. C'est vraiment un calcul assez basique, dont on peut discuter la pertinence, et puis surtout, c'est toujours pareil, le risque quand vous êtes dans un contexte de croissance faiblarde, ce qui est le cas aujourd'hui, quand vous rajoutez encore, quand vous taillez dans les dépenses publiques, quelque part, vous prenez le risque de nuire à la demande, et donc si vous misez à la demande, vous misez à l'activité économique, donc à l'arrivée aux recettes fiscales. Donc
c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui. En tout cas, il y a quand même des gagnants. Alors justement, si on parle de gagnants, qui est-ce que vous mettriez comme ça au premier plan? Évidemment, les compagnies pétrolières, et donc Total Energy en France. C'est assez facile à comprendre. En fait, à chaque fois que vous avez des crises énergétiques, ce sont les compagnies pétrolières qui, quelque part, sont les grandes gagnantes. Elles gagnent de plusieurs manières. Déjà, c'est assez facile à comprendre. Quand vous avez un prix du baril qui augmente au-delà de $100 et que dans le même temps, vos coûts d'extraction sont fixes, et forcément, vous faites plus de bénéfices donc sur l'amont. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les marges de raffinage. Oui. Donc, c'est la différence entre le coût du brut acheté par la raffinerie, qui arrive à la raffinerie, et puis le coût du produit fini qui sort. Ces marges ont explosé depuis le début de la guerre en Iran. On parle de marges qui ont été multipliées par 4 en l'espace de quelques semaines. Pour mémoire, c'est le niveau qu'avaient atteint ces mêmes marges pendant la guerre en Ukraine. En 2022, et à ce moment-là, Total Energy avait réalisé les plus gros bénéfices de toute son histoire. Mais on va avoir d'ailleurs un aperçu des bénéfices et des ventes, des revenus engrangés par Total Energy, puisqu'ils publieront dans la semaine, dans 2 jours. Vous savez, il y a eu cette histoire il y a quelques semaines du plus gros trade jamais fait dans l'histoire des achats pétroliers donc par Total Energy, qui aurait gagné $1 milliard de profit sur le mois de mars. Alors, ça n'a pas été commenté, mais on verra ça dans les résultats ou non. Mais ils n'ont pas démenti. Oui, voilà, ils n'ont pas démenti. Mais il y a quand même une redistribution, puisqu'il y a un plafonnement actuellement du prix de l'essence dans les stations. Alors vous avez raison, je pense que Total Energy, quelque part, s'est senti obligé de faire ce plafonnement pour des raisons politiques, parce que c'est quand même assez compliqué quand vous avez d'un côté des automobilistes qui ont du mal à faire le plein pour aller travailler, et de l'autre, des profits colossaux. Sans être devin, on imagine que les bénéfices qui vont être annoncés par Total Energy vont être très importants. Donc c'est pour ça que Total Energy se devait de faire quelque chose. Mais en réalité, c'est le premier trimestre, et bon, la guerre a commencé Tout à fait, vous avez raison. Mais à la fin de l'année, tout porte à croire que les bénéfices de Total seront assez conséquents. D'ailleurs, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, disait aux journalistes en février, donc avant le début de la guerre en Iran, moi avec un pétrole à $110 le baril, je suis un homme heureux, je suis content. Vu que c'est exactement le prix du baril aujourd'hui, je pense que Patrick Pouyanné est très content. Donc là, ce qui a été fait, effectivement, c'est un plafonnement dans les stations essence. En fait, c'est pas grand-chose. Il y a un vrai débat qui monte actuellement dans la société pour faire plus et donc pour taxer les super-profits, les surprofits des compagnies pétrolières. C'est un débat en fait qui est aussi vieux que les chocs pétroliers. À chaque fois qu'il y a des chocs pétroliers, il y a un débat qui monte pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire de ces profits. En 1974, en janvier 1974, aux États-Unis, vous aviez eu une commission d'enquête parlementaire qui s'était réunie et qui avait sommé les 7 dirigeants des plus grosses compagnies pétrolières américaines de l'époque à venir s'expliquer devant les parlementaires pour dire comment ça se fait que vous ayez empoché autant d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour redistribuer cet argent. Et à l'époque, c'était à la fin de la décennie, en 1980 je crois, sous l'administration de Jimmy Carter, il y a eu une décision qui a été prise de taxer de manière exceptionnelle ces profits. Je parle des États-Unis qui ne sont pas vraiment un État socialiste. Donc les États-Unis l'ont fait à l'époque, l'Union européenne l'a fait plus récemment en 2022. On a taxé à hauteur de 33% les surprofits des pétroliers. Manque de peau, ça a rassemblé moins d'argent, ça a drainé moins d'argent que ce qu'on imaginait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Il y a toujours les effets pervers à prendre en compte qu'on a parfois du mal. Et voilà, ça, je pense qu'il faut le souligner. Pourquoi est-ce que cette taxe-là, en 2022, a rapporté moins d'argent qu'espéré? C'est pas parce que les compagnies pétrolières ont réalisé moins de profits que ce qu'on imaginait, c'est en fait parce qu'elles ont mis en place des stratégies d'évitement fiscal. Donc évitement fiscal, c'est une formule pudique pour dire que les grands groupes se débrouillent pour payer le moins d'impôts possible. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a été réalisée par l'Observatoire européen de la fiscalité, et qui montre qu'à chaque fois qu'une compagnie énergétique engrange $1 de profit, en fait, il y a 12 centimes qui atterrissent directement dans les paradis fiscaux. Ça, c'est en temps normal, et en période de crise comme actuellement, c'est plutôt autour de 20 centimes. Donc on voit qu'il y a du grain à moudre, mais encore faut-il aller chercher l'argent. Donc attention, en fait, aux taxes et aux mesures qui sont prises, c'est pas forcément la bonne solution. Si vous vous contentez juste de faire une taxe en regardant ce qui se passe, il y a de fortes chances, effectivement, que les compagnies pétrolières se débrouillent pour passer à travers et que donc pour le produit de la taxe soit beaucoup plus faible que ce qu'on imagine. En fait, la solution, ce ne serait pas de rien faire. Il ne s'agit pas de dire, puisque les grandes compagnies contournent l'impôt, on va arrêter de les taxer. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Oui, mais en même temps, l'impôt sur la société est déjà proportionnel. Donc, oui, tout à fait. Mais là, on considère qu'il y a des surprofits qui sont
des surprofits quelque part de rente, dans la mesure où c'est pas parce que Total Energy va plus investir cette année et prendre plus de risques qu'il va gagner plus d'argent, c'est juste qu'il y a une guerre. Il veut investir davantage. Malheureusement, trop dans les hydrocarbures et pas assez dans les renouvelables. Mais c'est encore un autre débat. Pour permettre les approvisionnements, c'est tout à fait. eux qui consomment tout le pétrole, c'est les consommateurs qui en demandent. A priori, quoi qu'il arrive, Total Energy sera gagnant, quels que soient les investissements auxquels il consent. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait taxer ces bénéfices, à mon avis, elle reste entière aujourd'hui. Un mot du secteur de la défense qui, là aussi, forcément, est très en vue parce que les budgets défense sont amenés à monter. Ils sont exclus des coupes budgétaires. D'ailleurs, c'est normal, ça ? Moi, je pense que non. On peut se poser la question. Il ne s'agit pas de dire... on ne vit pas dans un monde de bisounours. Si jamais l'État arrête d'investir dans la défense, on sait bien que... Montrer ses bras, Bien sûr, il faut malheureusement montrer ses bras, surtout quand on a face à soi des gens comme Donald Trump ou comme Vladimir Poutine. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de sanctuarisation des dépenses de la défense et que ça se fait au détriment d'autres dépenses et surtout les dépenses sociales. C'est a priori ce qui va être... fait, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas encore le détail des 6 milliards d'euros d'économie, mais a priori, 4 milliards d'euros de cet effort seraient faits par l'État et les 2 milliards par la sécurité sociale. Je pense que c'est malheureusement pas le moment de le faire. Merci en tout cas, Cyprien Boganda, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ça. Merci à vous. Au revoir.